John, c'est l'amour de ma vie. Il doit partir pour une intervention. On m'explique qu'il a fait un malaise. Il a inhalé l'air qu'il expirait. Il est parti en arrêt cardio-respiratoire. Son cœur s'est arrêté. Le médecin de l'hôpital me dit « Je pense qu'il vous a dit au revoir ». On t'impose d'organiser une cérémonie, le mariage posthume. Je reste une petite fille qui s'est imaginé 800 fois la robe qu'elle porterait, les essais, et il n'y a pas, et il n'y aura pas. Ben, tu vas marcher jusqu'à cette chaise, mais il n'y a personne qui va t'attendre. Je me suis mariée à une chaise. Une cérémonie comme si tout était normal, sauf qu'il n'y a rien qui est vraiment normal dans tout ça. Ça paraît aberrant, ça paraît insensé. C'est très violent. Tout ça pour voir encore qu'il n'est pas là. Bonjour Émilie. Bonjour Jean-Charles. Bienvenue dans Mon Incroyable Histoire. Tu t'es mariée avec un mort. Ça paraît un peu brutal de le dire comme ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé lorsque ton compagnon Jonathan a perdu la vie. À sa mort, pour protéger vos enfants, tu as dû littéralement te marier à une chaise vide devant le maire. Alors on va revenir sur toute cette histoire qui commence par un coup de foudre lorsque vous avez, Jonathan et toi, à peine 15 ans, c'est ça? On s'est rencontrés par le biais d'un groupe de copains et le feeling est passé directement. On s'est de suite bien entendu, j'ai beaucoup rigolé. John, devant tout le monde, dit « Je finirai mariée avec Émilie ». À 15 ans? 15 ans. Il sait déjà... Il était sûr. Il est devenu pompier à l'âge de... Il a été pompier de Paris, on avait 23 ans. Là, ça va très vite entre vous. Ben, vous allez avoir un enfant assez rapidement. Oui, assez vite, je tombe enceinte d'Anaïs. Ça tombe aussi au moment où il devient sergent. Et là, quand on devient sergent à la brigade, on bénéficie du logement en caserne avec sa famille. Et donc, il me dit, viens. Donc, je laisse tout dans le sud-ouest et je le rejoins à Paris. Donc, tu vas vivre en caserne, c'est ça? Oui. C'est une expérience très particulière. On vit quand même au rythme de la caserne puisque ça sonne chez nous. Il faut savoir que l'alarme, quand on vit en caserne, ça s'allume. D'un coup, il fait jour dans la chambre, ça sonne. De jour comme de nuit. De jour comme de nuit. Le 10 janvier 2018, il y a justement une intervention en pleine nuit. Ça sonne, vous dormez. Ça sonne dans l'appartement, justement, il décale pour une intervention. Donc il ne sait pas encore ce que c'est, il se dépêche, il part de la maison. Et c'est la dernière fois que je verrai John. Mais à ce moment-là, je ne le sais pas encore, donc je me rendors comme si de rien. C'est la dernière fois que tu le reverras conscient. Oui, et c'est la dernière fois que je le reverrai conscient. D'ailleurs, en partant, comme d'habitude, avant de fermer la porte, bisous, je t'aime. Le rituel de John, c'était quoi qu'il arrive, même si on s'est disputé ou quoi, on part pas fâché et on se dit qu'on s'aime. Et je me dis heureusement. À ce moment-là, il part sur une intervention classique, tu n'as aucune crainte particulière Non, aucune non. appréhension. Pas d'appréhension. A priori, il l'a déjà fait plein de fois. C'est des grands immeubles. Donc quand il arrive dans le parking souterrain, il s'aperçoit qu'il fait très chaud. Et il voit qu'en bas, ça commence à cramer. Il passe l'appel pour dire qu'il nous faut des renforts. Et il commence à entamer l'évacuation de la tour d'habitation. Quelques heures après son départ, quelqu'un sonne à ta porte, c'est ça? Oui, on sonne à ma porte et instinctivement, je me dis, pourvu qu'il me fasse une blague. Que ce soit lui qui me fasse une blague, qui me fasse me lever un peu avant mon réveil. Et je marche dans le couloir, qui est pas très long, et là, qui me paraît interminable. Puisque c'est pas normal qu'on me réveille à 6h moins 10. Il y a Anaïs dort. Et j'ouvre, et là, je vois l'un de nos voisins et un autre pompier que je ne connais pas. Donc je comprends instinctivement qu'il y a un problème. Avant même que le capitaine puisse parler, je mets ma main devant lui et je lui dis dis-moi qu'il
dis-moi qu'il n'est pas mort. Et il me regarde et il me dit non. Soulagement, premier soulagement. Et le capitaine reprend en me disant non, pas d'inquiétude, il est parti à l'hôpital. Ah, deuxième soulagement. Et en fait, non, David se met à pleurer. Il me dit non, Émilie, c'est quand même grave. Il est parti en arrêt cardio-respiratoire. Son cœur s'est arrêté, il est reparti, mais c'est grave. Donc, comme toute petite fille, qu'est-ce que je fais? J'appelle ma mère. J'appelle ma mère, je pleure. Et je lui dis, mais comment je fais, maman? Là, je vais appeler ses parents. Et il me dit, oui, tu appelles ses parents, tu lui dis. Donc, j'informe tout le monde. J'imagine tu fonces à l'hôpital. Et 2 copains pompiers me disent, écoute, Émilie, on t'amène. Pendant ce laps de temps à l'hôpital, tu apprends ce qui s'est passé concrètement dans ce parking où il était en intervention. Ouais. Qu'est-ce qu'on te dit à ce moment-là? On m'explique qu'il a fait un malaise, qu'il s'est senti mal. Les pompiers, quand ils tombent au sol ou quand ils ne bougent plus, ils ont un boîtier d'immobilité qui se met à sonner au bout d'1 minute. D'immobilité, automatiquement ça s'enclenche, ça sonne pour alerter les autres. L'équipe le trouve en PLS. Et en fait, il a inhalé l'air qu'il expirait. Et là, dans ces conditions, en fait, il aurait mieux valu qu'il fasse comme nous, les civils, comme on nous apprend à mettre sous les fumées, à ramper. Donc on se rend dans la chambre, et là, c'est la prise de conscience. Je vois John allongé sur un lit avec un respirateur. Et mon premier réflexe, étonnamment, c'est pas de me morfondre quoi, c'est de le gronder. Parce que je m'approche de lui et je lui dis, je t'avertis, t'as pas le droit. Pas après tout ça, pas après toutes ces années où tu as taillé, t'as pas le choix. Et puis personne ne le sait encore, mais je suis enceinte d'1 mois et demi de notre 2e enfant. Et lui, il le sait? Lui, il le sait, on avait été à la première échographie. Et donc je lui dis, tu prends le temps qu'il te faut, mais tu te réveilles. Quoi qu'il arrive, tu te réveilles parce que je ne le ferai pas toute seule. À ce moment-là, dans ma tête, c'est impossible qu'il ne se réveille pas. C'est un peu comme dans tous les films. Il est dans le coma, il va finir par se réveiller. Je me dis, il y aura peut-être quelques lésions au cerveau, il va peut-être y avoir des problèmes de motricité, ça va peut-être durer des mois, mais c'est pas grave. Ça, je suis préparée. Il n'y a pas de problème. On assumera tous les deux, on surmontera tout. Mais dans ma tête, c'est impensable que ça s'arrête. C'est pas ce qui va se passer. Le professeur me dit, voilà, on l'a placé dans le coma pour protéger les lésions de son cerveau. Mais d'ici 3 jours, on va voir les améliorations, il devrait se réveiller, il n'y a pas de problème, il faut garder espoir, tout est encourageant. Je lui fais écouter ses musiques, je discute avec lui, je fais venir ses copains. Le lendemain, je suis avec l'un de ses meilleurs amis dans la chambre et je vois John bouger les yeux. Je m'approche et je lui dis « T'entends ?» Et là, il ouvre les yeux. Miracle, je tiens mon miracle, ça y est. Avant les 3 jours, il s'est réveillé. Et d'un coup, je me dis « C'est peut-être un mouvement réflexe, Émilie, prends garde à toi quand même. » C'est la première fois qu'il semble éveillé. Qu'il semble éveillé, oui. Il était inconscient depuis le début. Là, il a les yeux ouverts. Là, il a les yeux ouverts, il me regarde. Et pour pas m'emballer non plus, je me dis « Attention, c'est peut-être pas fini. » Et donc je lui dis, ferme les yeux, je compte jusqu'à 3 et je te dis, je fais le tour. Et j'arrive même pas à compter à 3, je fais 1, 3. Et en fait, il ouvre les yeux, il tourne les yeux et il me regarde. Et donc là, je suis trop contente. Je me dis, ça y est, on pleure, on se dit génial, de joie. Je m'approche de lui, je suis euphorique, je lui dis super, je lui caresse la tête et je lui dis, ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. J'ai expliqué à Anaïs, le bébé ça va, je mange, tout va bien. Et en fait, John pleure. Il me regarde, mais il pleure. Il pleure beaucoup. Et
Je sais pas si tu es marié ou en couple, voilà. Mais il y a ce lien-là, quand on est avec quelqu'un, où on n'a pas besoin de parler. Où des fois, on se connaît tellement par cœur qu'on se regarde et on sait. Et là, je lis pardon. Et je comprends pas, parce que ça va pas avec mon état du moment où je dis non, mais... Et donc je lui redis non, mais t'inquiète pas, ça va. Ça peut prendre du temps, je sais que c'est dur pour toi. Je vois bien que tu peux pas bouger, parce que je tiens sa main. Je vois bien que tu peux pas bouger, mais t'inquiète pas, je serai là jusqu'au bout, il n'y a pas de... Et là, il y a une grosse larme qui coule, il me regarde et je vois qu'il est un peu fatigué. Et je lui dis, et je vois qu'il me regarde, genre, je t'aime trop, je t'aime. Et je lui dis, moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime, t'inquiète pas, dors un peu, repose-toi. Tu le vois te demander pardon. Pardon pourquoi? Pardon de partir? Ben, moi, à cet instant-là, je comprends pas le pardon. Moi, la conversation avec John, je l'avais eue. Et il m'avait déjà dit, si jamais, Émilie, je dois être tétraplégique ou que je ne peux plus bouger du tout, je veux que tu arrêtes parce que ce sera plus moi et qu'il est hors de question que je vois ma vie défiler sans pouvoir y participer. Mais moi, je pense pas au pire. Pas du tout, pas du tout. Je suis dans l'espoir fois 1000 et je me dis, de toute façon, c'est nous. L'histoire, elle est incroyable et ça peut pas s'arrêter. Je sors de la chambre pour aller prévenir les copains pompiers qui attendent dans la salle d'attente pour leur dire si vous voulez aller le voir ou quoi. Son papa, entre-temps, est arrivé, donc pareil, je veux absolument qu'il le voie. Et en fait, le médecin de l'hôpital, là, me dit « Je pense qu'il vous a dit au revoir ». J'entends, mais je suis dans un déni total. Hein. Je suis là, non. Et je lui réponds, non, c'est un miracle. Regardez, les constantes vont mieux, tout va mieux. Et il me dit, oui, mais c'est pas anodin et je pense quand même que les signes cliniques, il risque de faire un œdème cérébral. Je pense qu'il a tout donné pour vous dire au revoir. Ça aurait pas dû arriver. Je peux pas vous l'expliquer. Je pense pas qu'il se réveillerait, mais là, je pense qu'il a choisi, il vous a dit au revoir. Et moi, je me dis... je dis oui avec la tête, mais dans ma tête, je me dis mais pas du tout, pas du tout. Je repars, je suis pleine d'espoir. Je me dis je ne sors plus de cette chambre maintenant, je reste avec lui jusqu'au bout et tout. Et malheureusement, pour moi, le médecin connaît très bien son métier et avait raison. Parce que dans la nuit, il va faire un œdème cérébral. Donc un œdème cérébral, c'est quand il y a un caillot et le sang envahit une ou plusieurs régions du cerveau. Et là, le sang envahit la quasi-totalité de son cerveau. Donc il part tu es là à ce moment-là? Oui, il part se faire opérer en urgence pour essayer en fait de vider le sang et de sauver tout ce qui est possible. Et au retour, je vois la tête du professeur, il me regarde et il me dit là, je pense que ça va pas aller en s'améliorant. Et le lendemain matin, on me demande si je souhaite tenir John branché ou pas. Et on m'explique que de toute façon, ce sera plus jamais John. Et qu'il est en mort cérébrale. Je vais amener ma fille, puis après mes enfants, le voir comme ça. C'est ça, papa? C'est comme ça qu'il est, papa? Non. John, c'est tout. C'est la vie, c'est les blagues. Et je me dis, en fait, non. Tu vas devoir prendre la décision, Émilie, et ça doit s'arrêter. Après l'hôpital, il y a une cérémonie aux Invalides parce que chez les pompiers de Paris, il y a une cérémonie qui est organisée pour les pompiers morts sur le terrain. J'ai eu cette chance incroyable de pouvoir lui rendre hommage comme ça. Et cette fierté très mal placée de ce jour-là de me dire tiens, regarde, t'es juste à côté de Napoléon, il y a un mur qui vous sépare.
C'est très dur parce que j'ai conscience que c'est la fin pour lui de son parcours professionnel. Mais moi, j'ai cette chance-là quand même qu'il y a le devoir de mémoire derrière. Et que pour toute sa famille, pour lui, pour les enfants, il existe. Il est marqué partout, il a eu la Légion d'honneur, il est enregistré. Ça me permet, moi, de regarder mes enfants et de leur dire « Regarde papa, regarde ce qu'il a fait. Il n'est pas mort pour rien, il ne t'a pas laissé, c'est pour sauver des gens qu'il est parti. » Alors il part avec les honneurs, on peut s'attendre à ce que la société, l'État te facilite le deuil à toi et à tes enfants. C'est pas ce qui va se passer parce que 2 mois après sa mort, tu reçois un courrier hallucinant de l'administration. C'est ça, je reçois la dissolution du PACS, parce qu'on ne le sait pas assez, mais en cas du décès d'un des 2 conjoints, le conjoint survivant reçoit la dissolution du PACS par courrier. Qui dit... J'ai l'honneur de vous informer que plus rien ne vous unit à Jonathan Lassus David. Et là, je m'écroule en pleurs. Moi, ma crainte à moi, c'est mon enfant. Oui, parce qu'il n'est pas reconnu, puisqu'on reconnaît les enfants à la naissance. Et à ce moment-là, je ne sais pas encore si c'est un garçon ou une fille. Il y a l'assistante sociale de la brigade qui est là. Et elle me dit, Émilie, il existe une procédure qui peut protéger tes enfants. Donc elle m'informe, elle me dit, voilà, le mariage posthume, c'est un mariage qui a la spécificité en fait de partir de la veille du décès. Et donc quoi qu'il arrive, Émilie, ça légitimera ton enfant. Et là je me dis, ok, super, allez, sans me rendre compte de ce qu'est un mariage posthume. Hein. Mais elle me dit, il y a une solution, très bien, prenons la solution, pas de problème, allons-y. Ça te fait pas quand même bizarre le mariage posthume Eh bien, non, parce qu'à ce moment-là, je réalise pas qu'il va y avoir une cérémonie. Et donc, effectivement, quand elle revient vers moi, c'est un peu la descente aux enfers parce que je me dis, ça s'arrêtera jamais. Et là, en fait, une pile de documents à donner, des attestations, déjà pour prouver qu'on est ensemble, de ses chefs de caserne pour prouver que je vivais à la caserne, tout ce qui est vie commune, de ses parents, de mes parents, de ses sœurs, de mon frère, de nos voisins, tantes, de ses grands-parents, de tout le monde qui peut attester. Pour prouver que vous étiez ensemble. Qu'on était ensemble. Et après, il faut prouver l'intention que John avait de vouloir se marier avec moi. Ça, c'est comment on prouve l'intention. Mais déjà, comment on prouve que quelqu'un nous aime quand pour nous, c'est évident. Moi, je savais qu'il m'aimait, j'avais pas besoin de... Et donc, je me dis, et là, il me dit, oui, en fait, il nous faut aussi les lettres que vous écrivez, tout ce qui est mots, messages. Là, montée d'angoisse. Montée d'angoisse en continu. Hein. Là, je me pose 1000 questions, je me mets à faire le tour de la maison, à chercher tous les papiers. Ok, donc je me mets à fouiller un peu dans nos affaires, etc. Et en sortant le dernier sac de nos vacances, je fais tomber un bouchon qui roule. J'allais le jeter. Et au moment de le jeter, je le tourne et je vois qu'il y a un papier dedans. Je tire. Et je fais tomber, du coup, cette bague. Qui était dedans. Et qui était avec un mot dedans. Et c'était une demande de mariage. C'est complètement incroyable, ça. C'est très violent, parce que je me dis, mince, si j'ai pas de regrets sur notre histoire, là, ça m'en crée un, parce que je me dis, mince, je le vivrai pas. Et ça, tu pourras pas me le faire vivre, toi. Et donc, c'est très dur. Cette bague, c'est très dur, d'ailleurs. Là, je la mets pas tous les jours parce que j'ai une petite phobie de je vais la perdre. Et donc, mais en fait, c'est trop jeune. C'est incroyable comme ça. C'est les surprises tout le temps. Et je me dis, vas-y pour le mariage posthume, en fait. Une fois que le dossier est constitué, il fait un peu plus de 300 pages, le mien. 300 pages. Bon, t'as fait un dossier de 300 pages, t'as tout réuni, t'as tout bien fait, mais ça suffit pas. Il y a quand même une autre étape derrière. Qu'est-ce que t'as ressenti au moment où tu comprends que tu vas passer à la mairie avec une cérémonie, des invités, etc. Eh bien alors,
Et étonnamment, comme toute mariée, la première inquiétude, c'est pas pour moi, c'est pour les invités. De me dire, oh, mais moi, j'ai pas prévu, j'ai rien prévu. Tout le monde va venir, mais comment... Je sais la musique que je veux à l'entrée, puisque c'est la musique que John avait déjà décidée. Plus pour la petite histoire, c'est la chanson de Mariah Carey, Without You. Il y a le côté émotionnel où je reste une petite fille qui s'est imaginé 800 fois la robe qu'elle porterait, les essais, et il n'y a pas, et il n'y aura pas. Là, on t'impose d'organiser une cérémonie comme si tout était normal, sauf que, et je pense que tu vas t'en rendre compte en étant là-bas, oui. Il n'y a rien qui est vraiment normal dans tout ça. C'est d'une violence inouïe, le jour même en fait. Parce que je me prépare, etc. Et en fait, c'est presque comme si j'allais à une cérémonie militaire. Et quand j'arrive au moment de monter avec mon père, je lui dis, t'as vu, c'est beau, la mairie. Genre, papa, t'es fier, c'est bien quand même. Et mon père, il a les larmes aux yeux, il est tendu. Il n'arrive même pas à me tenir le bras, il a le bras tendu. Et en fait, c'est en arrivant en haut de l'escalier. Et de voir l'allée de pompiers avant les gens assis, de les voir tous comme ça. Avant même de m'approcher, de les voir et de me dire, il t'attendra pas. En fait, t'as fait tout ça et c'est comme si là, je réalisais là, tu vas marcher jusqu'à cette chaise, mais il n'y a personne qui va t'attendre. Donc en fait, j'essaye de me raccrocher au visage que je connais parce que je me dis, comme là, l'émotion va prendre le dessus, il faut pas aimer. Et en fait, tous les gens que je regarde pleurent. Déjà. En fait, la chanson a commencé et je pense qu'eux, déjà, réalisaient bien avant moi en venant là, ça n'a pas dû être évident. Pour personne, c'était évident de venir à ce mariage en sachant que le marié ne serait pas là, qu'il était déjà décédé et que j'étais seule avec les enfants. Et donc, je marche avec mon père et tout. Et même au moment de me lâcher, tu sais, normalement, il y a ce passage avec le mari. Et je le vois, comme s'il ne voulait pas me lâcher. Genre, il a même un petit moment d'hésitation à se dire, est-ce que je vais m'asseoir avec toi? Et je regarde, non, non. C'était lui ou personne. Et je me suis rendu compte après, mais j'ai été traumatisée par ça. Et je pense que là, en fait, ça me revient à moi. À me dire, là, Émilie, en fait, les gens, ils voient que ça. Là, les gens, ils voient pas ce que toi, tu vois. Et il n'y a pas le « ça y est, Nathan va exister ». John, ça continue. Enfin, sa descendance, ça continue. Il n'y a que le... Oh, la pauvre. Tu t'approches de ta chaise. Oui. Et il y a une autre chaise qui est destinée à John, oui. À John qui n'est pas là. Tu le vis comment? Je pose le gant et le petit bonhomme que j'avais prévu. On appelle ça pour combler le vide. Et en fait, je regarde la chaise et je me dis, mais c'est quoi ça? Tu fais quoi? J'ai un moment quand même de, tu fais quoi là? Genre vraiment, c'est toi qui as bataillé comme ça pendant un an pour faire ça? Et je me dis, mais j'ai quand même un moment pendant qu'il parle, de me dire, mais je suis folle, mais un peu quand même. De me dire, mais tout ça pour ça, tout ça pour voir encore qu'il n'est pas là. Je me suis mariée à une chaise. Je me suis mariée à une chaise parce que même en posant des affaires à lui, il n'est pas là. C'est le sentiment que tu as à ce moment-là. Oui, et que en fait, c'est comme s'il était passé, du coup, avec ce mariage d'à côté à une partie. C'est à partir de ce moment-là où il est passé une partie de moi et où je me suis dit, maintenant, je vais vivre pour deux. J'ai loué une péniche avec les copains et tout pour dédramatiser ça et pour dire, mais nous, on n'était pas que ça en fait. On n'était pas que triste, on n'était pas que la mort. Tout le monde se dit, mais ça y est, Émilie, t'as réussi, ça y est. Et ça m'a fait un bien fou parce que je me suis dit, ok, ils ont compris.
ils ont compris que c'était pour qu'il soit éternel. T'as pas décidé de te marier avec une robe blanche? Non. Pourquoi? Parce que je voulais que ce soit lui qui me trouve belle. Et je pense que je l'ai tellement imaginée, cette robe, et que je savais quasiment comment je la voulais, que là, c'était un refus. Pour le coup, là, c'était un refus catégorique. Il est pas là, je vais danser avec qui? Il y a ça aussi, ou les photos de mariage. À quoi bon avoir une très belle robe? Quand tu vois les photos de la cérémonie, tu ressens quoi? Alors, il y en a une où je regarde sur le côté comme ça et où on voit les gens derrière. Et en fait, je suis hyper reconnaissante à ceux qui étaient là, d'avoir été là. Et en fait, j'aime beaucoup cette photo parce que je regarde, parce que dans ma tête, en fait, c'est John que j'imagine, et que à ce moment-là de cette photo-là, je repense et je me dis, j'espère que tu vois ça. J'espère que tu vois qu'ils sont venus et qu'ils seront là pour nous. Ce mariage, tu l'as vécu comme un traumatisme et tu as mis du temps avant de t'en remettre finalement. Il y a eu une espèce de descente. Dès la fin de cette journée, je me réveille et je me dis, là, tu aurais dû être en voyage de noces. Là, normalement, tu devrais être contente, ce serait le premier petit-déj en tant que mariée. Là, et en fait, je veux pas sortir de mon lit. Et après, au fur et à mesure, là, mes amis me disent, Émilie, il faut sortir. Là, c'est que ça va pas, il faut sortir, faut faire quelque chose. Et donc, les premiers mois, il y a ça. Et après, en fait, le contre-coup qui va déclencher ça, c'est que j'apprends que finalement, mon fils ne sera pas légitimé. Alors que tu as fait tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tu as fait en sorte que tu t'es mariée, tu as dépassé toutes tes appréhensions, etc. pour que ton fils soit reconnu, qu'il y ait une filiation oui. Avec son père. Et tu apprends que c'est pas le cas. On me rend le livret de famille. Dans ce livret de famille, il y a Anaïs, John et moi. Mais il n'y a toujours pas Nathan. Il y a le mariage, il y a le Pacs, mais il n'y a toujours pas mon fils, alors qu'il est déjà né. Donc là, je reçois le livret de famille. Une semaine après, je reçois une lettre de l'hôpital où est né Nathan, qui me demande de régler la facture de l'accouchement. Parce que Nathan n'existe pas. Donc il n'est plus sur ma carte vitale, on m'accuse d'usage de faux à la carte vitale. Je dois régler ces 4000 et quelques d'accouchement. Là, je ne comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, l'administration française, il n'y a rien qui est fait pour faciliter. Et si on ne rentre pas dans des cases, ou si la situation... Et pourtant, je me dis, mais c'est incroyable. L'homme dont on parle est mort pour la France. Tu vas découvrir plus tard qu'en réalité, il y a eu des dysfonctionnements. Il aurait dû être relayé plus vite. J'apprends plus tard qu'ils sont plusieurs à le dire, qu'il a demandé à sortir. Et qu'en fait, au final, il s'est retrouvé tout seul. Donc oui, il y a un problème quelque part. Donc toi, tu as décidé d'entamer une action, tu veux la vérité. Oui, je veux la vérité et je veux pas qu'un jour mes enfants me disent « Maman, tu savais qu'il y avait un problème et t'as rien fait ». Aujourd'hui, tu as réussi à faire en sorte que ton fils porte le même nom que son père. Oui. Tout est rentré dans l'ordre et vous êtes toujours mariés après 7 ans et demi. Quelle est ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu as retrouvé quelqu'un? Oui, j'ai de nouveau quelqu'un. Alors je dis pas on continue, on refait pas sa vie, je la continue comme je peux. Et oui, j'ai quelqu'un avec qui ça se passe très bien, avec qui je vais avoir des projets et qui est super avec les enfants. Et c'est une chance. J'ai surtout la chance d'être avec quelqu'un qui comprend la situation et qui accepte d'être trois. C'est difficile à dire comme ça, mais mais pas toute seule dans ton corps. Je suis pas seule dans ma tête. Et dans ta tête. Non, mais c'est ça. T'es vraiment deux. Je suis un peu maso, j'ai repris un pompier.
Pour la petite... Ah, mais je savais que t'allais réagir comme ça. C'est vrai que c'est difficile pour lui. C'est très difficile parce que déjà, il y a le regard des gens. Il y a le Émilie et John partout. Et partout où on est. Et tu es avec la femme de... Et toi, tu en parles souvent de John? Enfin, je veux dire, il est dans ton quotidien ou quand même, il est juste en toi, dans tes pensées? Oui, évidemment que ça fait partie de mon quotidien. Tant et si bien que mon nouveau compagnon a l'impression de connaître John. Et c'est pas... Il y a eu des périodes où ça a été compliqué et où je pense qu'il y a eu une forme un peu de jalousie mal placée parce qu'il n'y a pas eu de rupture. Il n'y a pas eu de... On n'est pas fâchés. Je ne cesserai jamais de l'aimer. Est-ce que tu imagines pouvoir divorcer de Jonathan un jour? Non. Non, c'est inenvisageable. John, du coup, ça reste... c'est l'amour de ma vie. Et le mariage, je l'avais tellement imaginé avec lui. Et on m'a enlevé ça. Et peut-être que si j'avais pas fait le mariage posthume, en cérémonie comme ça, je le vivrais autrement. Tu sais dire, tu serais plus disponible en fait oui. à l'autre parce que là, ça a scellé quelque chose presque pour l'éternité dans ta tête. Quoi, oui, c'est ça. En fait, je pense que ce mariage posthume et toutes les démonstrations que c'était autour un peu, mais en fait, c'est éternellement à toi. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on pense que je suis un cas isolé, alors que pas du tout. Et qu'on est des centaines, même des milliers. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'il y ait un sujet là-dessus aussi, quoi. Merci, Émilie. Merci à toi d'avoir reçu et d'avoir pris le temps de m'écouter.